Bonjour, bienvenue dans une nouvelle leçon de physique des aspects énergétiques. Après avoir étudié dans la leçon précédente les oscillateurs mécaniques, soit en utilisant la deuxième loi de Newton ou la relation fondamentale de la dynamique, ce qu'on appelle l'étude dynamique, on va voir dans cette leçon les mêmes oscillateurs mécaniques, mais étudiés à partir d'une étude énergétique. Commençons par un petit rappel concernant le travail, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle du pesanteur. Donc, on rappelle pour le travail, dans le cas d'une translation, le travail d'une force constante grand F est défini par le travail de F entre A et B égale le produit scalaire de F scalaire AB, qui est égal F fois AB fois cosinus alpha, avec alpha c'est l'angle entre le vecteur F et le vecteur déplacement AB. Bien sûr, le travail s'exprime en joules, la force en newton, AB en mètres. On rappelle que le travail est une grandeur algébrique qui peut être positive, négative ou nulle. Dans le cas d'une rotation, le travail d'une force de moment constant est défini par travail de F égale le moment de F par rapport à delta fois delta θ. Avec delta θ, c'est l'angle de rotation exprimé en radian et le moment de la force F exprimé en newton fois mètre. Bien sûr, le travail c'est en joules. Pour l'énergie cinétique, dans le cas d'une translation, l'énergie cinétique d'un corps de masse m et de vitesse v est définie par EC égale 1 demi m fois v au carré, avec EC bien sûr exprimé en joules, la masse m exprimée en kg et la vitesse v exprimée en mètres secondes moins 1. Dans le cas des rotations, l'énergie cinétique est définie par 1 demi g delta fois oméga au carré, avec g delta le moment d'inertie des solides par rapport à l'axe delta, exprimé en kg fois mètre carré, oméga, la vitesse angulaire, exprimée en radian par seconde. Pour l'énergie potentielle du pesanteur, est définie par EPP égale mg, facteur de z moins z de référence, avec l'axe OZ vertical et orienté vers le haut. EPP, bien sûr, c'est l'énergie potentielle du pesanteur, exprimée en joules. M, c'est la masse du système exprimée en kilogrammes. G, l'intensité du champ de pesanteur exprimée en mètres secondes moins 2. Z, c'est l'altitude du centre d'inertie G du système exprimé en mètres. Z référence, c'est l'altitude de l'état de référence. L'état de référence, on rappelle que c'est un état pour lequel l'énergie potentielle est nulle. S'exprime bien sûr en mètres. Remarque, si on change l'orientation de l'axe OZ, si on oriente l'axe OZ vers le bas, l'expression d'énergie potentielle devient EPP égale moins mgz moins z référence. Deuxième remarque, la relation entre la variation d'énergie potentielle et le travail des poids P entre deux points A et B est delta EPP entre A et B égale moins le travail de P entre A et B. Pour l'énergie mécanique d'un solide est égale à la somme de son énergie cinétique EC et de son énergie potentielle EP. EM égale EC plus EP, bien sûr, l'énergie mécanique s'exprime en joules. Avec une remarque, en absence de frottement, l'énergie mécanique du système se conserve, c'est-à-dire qu'elle reste constante. Donc ça concernant le rappel. Maintenant, on va passer à l'étude énergétique des pendules élastiques horizontales. Alors, commençons par le travail de la force de rappel exercée par le ressort. Donc, un pendule élastique horizontal est constitué d'un solide S de masse m attaché à l'une des extrémités d'un ressort grand R aspire non jonctif de masse négligeable et de constante de raideur K. L'autre extrémité est attachée à un support fixe. À partir du point O, on écarte le solide S dans le sens positif. La position du centre d'inertie G du solide est repérée par l'abscisse X sur l'axe OI. Donc la position d'équilibre, X égale à 0, on écarte le solide d'une distance X. Alors le solide S est soumis à l'action de, bien sûr, de trois forces, son poids, la réaction R et
la force de rappel exercée par le ressort. On va s'intéresser à cette force de rappel F et on va essayer de calculer son travail lorsque le solide se déplace entre deux positions A et B. Mais le problème qui se pose, c'est que la force F n'est pas une force constante, car sa norme et son sens changent au cours du temps. Donc, on ne peut pas appliquer la relation travail de F entre A et B égale F scalaire AB, puisqu'il ne s'agit pas d'une force constante. Donc, cette relation elle est valable pour une force constante. Comment on doit calculer le travail de la force de rappel F. Alors, la force de rappel F exercée par le ressort à chaque instant s'écrit sous la forme F égale moins K delta L scalaire I. Avec I, le vecteur unitaire est égal moins K delta L qui est égal à X, donc moins K fois X fois I. Cette force, sa valeur dépend de X. Et son sens change au cours du mouvement, selon le signe de X. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une force qui est non constante. Alors pour calculer son travail, on considère ce qu'on appelle le travail élémentaire de cette force, delta W de F. Delta W de F désigne travail au cours d'un déplacement élémentaire très petit. Sur un déplacement élémentaire infiniment petit, dx est égal à dx scalaire I. Alors on va considérer un déplacement élémentaire dx infiniment petit et on va considérer qu'au cours de ce déplacement la force F reste à peu près constante. Un déplacement élémentaire dx. Donc le travail élémentaire c'est F scalaire dx égale F c'est moins K x fois I. Déplacement élémentaire dx égale à dx I. Donc I scalaire I égale à 1. Donc f dx c'est moins kx fois dx. On rappelle que I scalaire I égale à 1. Ce sont deux vecteurs unitaires. I scalaire I égale 1. Alors ça, c'est le travail élémentaire effectué par la force F pendant un déplacement élémentaire dx. Alors pour calculer le travail total de la force F, lorsque son point d'application se déplace d'un point A d'abscisse XA à un point B d'abscisse XB, ce travail est égal à la somme des travaux élémentaires et on l'obtient en utilisant le calcul intégral. Donc le travail total de la force F lors des déplacements de centre d'inertie J d'un point A vers un point B égale la somme ou l'intégrale de moins kx dx égale moins k l'intégrale de x dx entre a et b égale moins k 1 demi x au carré entre a et b est égal moins k sur 2 xb au carré moins xa au carré. C'est ça le travail de la force de rappel. Donc le travail de la force de rappel égale moins k sur 2 xb au carré moins xa au carré. Donc pour calculer ce travail, on divise la trajectoire en des déplacements qui sont infiniment petits. On détermine le travail élémentaire de cette force égale f dx pendant ce déplacement élémentaire. Donc le travail total, c'est la somme des travaux élémentaires. La somme, bien sûr, c'est l'intégrale entre la position initiale A et la position finale B. L'énergie potentielle élastique d'un ressort. Alors on définit l'énergie potentielle élastique E, PE. P c'est potentiel, petit e c'est élastique. L'énergie potentielle élastique EPE est l'énergie potentielle emmagasinée dans un ressort lorsque ce dernier est compressé ou étiré. Elle est donnée par la relation suivante. Donc on définit l'énergie potentielle élastique EPE égale 1 demi K delta L carré plus C. Avec K, c'est la raideur des ressorts exprimée en kg seconde moins 2. Delta L, c'est l'allongement des ressorts exprimé en mètres. Et C, c'est constante qui dépend des choix de l'état de référence. L'état de référence, c'est l'état qui correspond à EPE égale à 0. Donc selon le choix qui va être donné par l'exercice, on peut déterminer la constance C. Par exemple, si on prend l'état de référence EPE égale à 0 pour delta L égale à 0. Alors
si on donne par exemple EPE égale à 0 pour delta L égale à 0. Exemple pour delta L égale à 0. Alors dans ce cas, on aura C qui est égal à 0, puisqu'on aura 1 demi quart fois 0 au carré plus C qui est égal à 0. Donc dans ce cas, on aura C égale à 0. C'est un exemple pour considérer par exemple que EPE égale à 0 pour delta L égale à 0, c'est-à-dire lorsque le ressort n'est pas allongé ou n'est pas déformé. Pardon. Si on donne par exemple dans ce cas EPE égale à 0 pour delta L égale à 0, on va retrouver que C égale à 0. Donc la constante se détermine à partir de l'état de référence qui sera donné par l'exercice. Alors remarque, dans le cas des pendules élastiques horizontales, alors dans le cas d'un pendule élastique horizontal, on a delta L qui est égal à X. Donc l'expression de EPE devient 1 demi kx carré plus C. Donc c'est un résultat valable pour le pendule élastique horizontal. La deuxième remarque, si on prend par exemple dans la position XA, on a l'énergie potentielle en A, 1 demi kxa au carré plus C. Dans la position XB, on a l'énergie potentielle en B égale 1 demi kxb au carré plus C. Donc la variation de l'énergie potentielle, delta EP entre A et B, égale EPE en B moins EPE en A. Donc EP en B moins EPE en A, le C se simplifie, donc on factorise par 1 demi K, facteur de XB au carré moins XA au carré. Et on a déjà démontré que le travail de F entre A et B, c'est moins K sur 2 XB au carré moins XA au carré. Donc on remarque que le travail de la force de rappel exercée par le ressort égale moins la variation d'énergie potentielle élastique entre A et B. Donc c'est un résultat qui est analogue à celui de la relation entre le travail de P et la variation de l'énergie potentielle. Donc on a déjà dans le rappel, travail de P égale moins delta EPP, l'énergie potentielle de pesanteur. Ici on a le travail de F égale moins delta EPE, donc c'est un résultat analogue. C'est ça la deuxième remarque, donc c'est la relation entre le travail de la force de rappel et la variation d'énergie potentielle élastique. Donc on a dans un exercice donné calculer le travail de la force de rappel, on peut utiliser cette relation, travail de F égale moins delta EPE pour calculer le travail de F. Alors passons maintenant à l'énergie mécanique des pendules élastiques horizontales. Alors on écarte le solide S dans le sens positif d'une distance x max et on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0. Donc initialement V égale à 0, x égale à x max. On choisit comme origine de l'énergie potentielle du pesanteur le plan horizontal passant par G. Donc on va choisir ce plan qui passe par G comme étant l'état de référence pour l'énergie potentielle du pesanteur. Donc EPP égale à 0. Et on considère que l'énergie potentielle élastique est nulle lorsque le ressort n'est pas déformé. Donc l'état de référence pour l'énergie potentielle du pesanteur, pardon, pour l'énergie potentielle élastique est lorsque le ressort n'est pas déformé. Alors l'énergie mécanique des pendules élastiques horizontales à chaque instant t est, l'énergie mécanique à chaque instant t, c'est la somme de son énergie cinétique, l'énergie potentielle du pesanteur et l'énergie potentielle élastique. Avec l'énergie cinétique, par définition, donc c'est 1 demi mv carré ou 1 demi mx point au carré. Donc plus x point égale à v. Donc c'est l'énergie potentielle dans le cas d'une translation. Vx, bien sûr. X point c'est Vx. L'énergie potentielle des pesanteurs est définie par mg z-z0. Alors dans ce cas, dans le cas d'un d'un pendule élastique horizontal, toujours le centre d'inertie G reste toujours dans le même plan. Ce plan, il est choisi comme étant l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc à chaque instant t, on a z égale à z0, qui est égal à 0. Donc l'énergie potentielle de pesanteur d'un pendule élastique horizontal est nulle, puisqu'à chaque instant t, lorsque le solide S se déplace,
le centre d'inertie, elle reste toujours dans le plan qui est choisi comme étant l'état de référence d'énergie potentielle des posanteurs. Donc, pour le pendule élastique horizontal, l'énergie potentielle, elle est nulle. Pour l'énergie potentielle élastique, l'énergie potentielle élastique est définie comme étant 1 demi K delta L carré plus une constante. D'après les données, on considère que l'énergie potentielle élastique est nulle lorsque le ressort n'est pas déformé. C'est-à-dire que EPE égale à 0 pour delta L égale à 0. Donc il n'est pas déformé, ça veut dire que delta L égale à 0. Ressort non déformé. Alors dans ce cas, si on prend EPE égale à 0 pour delta L égale à 0, on aura C égale à 0. On a déjà vu dans l'exemple précédent, donc c'est C égale à 0. Donc l'énergie potentielle élastique devient EPE égale à 1 demi K delta L au carré, avec delta L qui est égal à X. Donc dans le cas d'un pendule élastique horizontal, on a delta L qui est égal à X. On rappelle que ce résultat est valable pour les pendules élastiques horizontales. Donc l'énergie potentielle élastique devient 1 demi Kx au carré. D'où l'énergie mécanique des pendules élastiques horizontales s'écrit sous la forme 1 demi mx au carré plus 1 demi Kx au carré. Donc c'est l'expression de l'énergie mécanique des pendules élastiques horizontales. Alors, conservation d'énergie mécanique, absence de frottement. Donc en absence de frottement, l'énergie mécanique des pendules élastiques se conserve, c'est-à-dire qu'elle reste constante au cours des temps. Donc l'énergie mécanique, il prend la même valeur quel que soit t. Alors on va voir des positions particulières des pendules élastiques. Première position pour x égale à 0. Voilà, pour x égale à 0, l'énergie potentielle élastique, elle est nulle. PE égale à 0, plus x égale à 0. Par contre, la vitesse de l'oscillateur pour x égale à 0, elle est maximale. Donc, on a déjà mentionné dans la leçon précédente, au passage par la position d'équilibre, la vitesse elle est maximale. Donc l'énergie cinétique elle est maximale. Donc pour x égale à 0, on a l'énergie potentielle qui est nulle, l'énergie cinétique est maximale. Donc EM sera égal à EC max qui est égal à 1 demi x pour max au carré. Puisque pour x égale à 0, l'énergie potentielle elle est nulle. Donc on peut écrire que EM égale EC max égale à 1 demi mx pour max au carré. Ça d'une part. On va prendre d'autres positions pour x égale x max ou moins x max. On a déjà vu dans la leçon précédente que pour x égale à plus ou moins x max, la vitesse de l'oscillateur s'annule, x point égale à 0. Donc son énergie cinétique elle est nulle. Donc l'énergie mécanique elle est égale à l'énergie potentielle maximale. L'énergie potentielle maximale qui est égale à 1 demi Kx max au carré. Alors, ce sont les deux positions particulières. Donc x égale à 0, l'énergie potentielle nulle, élastique bien sûr. Donc l'énergie mécanique égale l'énergie cinétique maximale, 1 demi mx max au carré. Pour x égale à plus ou moins x max, la vitesse s'annule, donc l'énergie cinétique s'annule, et l'énergie potentielle elle est maximale. Donc EM égale EPE max égale 1 demi Kx max au carré. Donc remarquons un résultat qui est analogue à celui qu'on a déjà trouvé en électricité. Donc chaque fois que l'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle elle est nulle. Et lorsque l'énergie potentielle est maximale, l'énergie cinétique elle est nulle. Donc les énergies cinétiques et potentielles varient toujours en sens inverse. Et leur somme, qui est égale à l'énergie mécanique, reste toujours constante. Bien sûr, ceci est en absence de frottement. Donc on peut écrire que l'énergie mécanique du système égale 1 demi mx au carré plus 1 demi kx carré égale 1 demi mx max x point max au carré. X point max au carré c'est EC max bien sûr. EC max qui est égal 1 demi kx max au carré qui est égal EPE max. EPE max. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique est égale l'énergie cinétique maximale égale l'énergie potentielle maximale. On va voir le diagramme énergétique qui représente les variations des énergies mécaniques, cinétiques et potentielles élastiques en fonction soit du temps t, soit en fonction de x. Alors, on commence par la variation d'énergie en fonction de x.
Alors pour l'énergie mécanique, en absence de frottement, l'énergie mécanique elle reste constante. Donc quel que soit x comprise entre moins x max et x max, l'énergie mécanique reste toujours constante. Pour l'énergie potentielle élastique, elle est nulle pour x égale à 0, donc, puisque EPE c'est 1 demi kx carré. Donc pour x égale à 0, l'énergie potentielle élastique elle est nulle. Et prend une valeur maximale, soit pour x max ou moins x max. Donc l'énergie potentielle élastique elle est maximale pour x max et moins x max, et nulle pour x égale à 0. Par contre, pour l'énergie cinétique, pour x max et moins x max, la vitesse s'annule, donc l'énergie cinétique s'annule. Pour x égale à 0, la vitesse prend une valeur maximale et l'énergie cinétique atteint une valeur maximale. Donc l'énergie mécanique constante, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle varient en sens inverse. Lorsque l'énergie cinétique augmente, lorsque l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique diminue et inversement. Lorsque EC augmente, EP diminue. Donc ça, c'est le diagramme qui représente les variations des énergies en fonction de x. Pour le diagramme qui représente les variations de l'énergie en fonction des temps, donc on a d'après les conditions initialement x égale à x max et v égale à 0. Donc v égale à 0, ça veut dire que l'énergie cinétique est nulle à t égale à 0. Par contre, x égale à x max à t égale à 0, donc l'énergie potentielle elle est maximale à l'instant t égale à 0. Donc cette courbe représente les variations de l'énergie potentielle élastique. À t égale à 0, x égale à x max et EPE est maximal. Pour l'énergie cinétique, à t égale à 0, la vitesse est nulle, donc l'EC elle est nulle. Donc ça, c'est la variation de EPE. La courbe en trait discontinu, c'est la variation de l'énergie cinétique. Alors remarquons que les deux énergies varient en sens inverse. Lorsque l'énergie potentielle élastique diminue, l'énergie cinétique augmente jusqu'à atteindre une valeur maximale. À cet instant, l'énergie potentielle est nulle. Ensuite, l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique diminue et inversement. Et leur somme, qui est égale à l'énergie mécanique, reste toujours constante. Avec une remarque, c'est que la période d'énergie égale à la moitié de la période propre de l'oscillateur. Donc TE égale T0 sur 2. Donc c'est une remarque qu'on a déjà vu en électricité. Donc lorsqu'on voit dans la courbe qui représente la variation de l'énergie en fonction du temps, il faut faire attention, la période d'énergie elle est égale à la moitié de la période propre de l'oscillateur. TE égale T0 sur 2. Remarque, donc on va commencer par cette première remarque. La période de l'énergie, TE, elle est égale à la moitié de la période propre de l'oscillateur. TE égale T0 sur 2. On ne peut pas oublier, lorsqu'on voit dans le graphe qui représente la variation de l'énergie en fonction des temps, la période d'énergie, elle est différente de la période propre. Elle est égale à T0 sur 2. Quelle que soit l'énergie, soit l'énergie cinétique ou l'énergie potentielle élastique. Tous les deux possèdent la même période TE. Deuxième remarque, c'est que dans la leçon précédente, on a déterminé l'équation différentielle du mouvement en utilisant soit la deuxième loi de Newton ou la relation fondamentale de la dynamique. Cette étude, on l'appelle l'étude dynamique. Deuxième remarque, on va démontrer qu'on peut obtenir l'équation différentielle à l'aide de ce qu'on appelle une étude énergétique, à partir d'une étude énergétique. Donc on peut obtenir l'équation différentielle du mouvement à partir d'une étude énergétique. En absence de frottement, l'énergie mécanique du pendule élastique elle est constante. Donc on a dit qu'en absence de frottement, EM est constante. Donc la dérivée de EM par rapport à T égale à 0. Avec l'énergie mécanique, on a déjà démontré c'est 1 demi mx point au carré plus 1 demi kx au carré. Donc la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps égale la dérivée de 1 demi mx point au carré par rapport à T plus la dérivée de 1 demi kx au carré sur dt égale à 0. Puisque EM est constante, donc la dérivée elle est nulle. Bien sûr, on rappelle ici que f au carré prime, c'est 2 fois f fois f prime. Donc la première dérivée, donc c'est 1 demi m, constante, on a fait sortir la dérivée. La dérivée de x point au carré, c'est 2 fois x point fois la dérivée de x point par rapport à t. Plus la même chose pour la deuxième dérivée, donc 1 demi k qui est constante. La dérivée de x au carré, c'est 2 fois x fois dx sur dt, le tout égale à 0. Alors le 2 simplifie avec le 2, bien sûr, donc le 2 simplifie. On factorise par x point, facteur de mx de point plus kx. On rappelle que dx sur dt c'est x point. Donc on factorise par x point égale à 0. Alors puisque l'oscillateur elle est en mouvement, donc x point ne peut pas être égal à 0 quel que soit t, donc c'est mx de point plus kx qui est égal à 0. D'où l'équation différentielle mx de point plus kx égale à 0, ou
en divisant le tout par m, x de point plus k sur m fois x égale à 0. Donc on retrouve la même équation différentielle qu'on a déjà trouvée en appliquant la deuxième loi de Newton, ce qu'on appelle l'étude dynamique. Alors dans cette partie, cette étude s'appelle l'étude énergétique. Donc lorsqu'on vous demande d'établir l'équation différentielle à l'aide de l'étude énergétique, on prend l'expression de EM, sachant que les frottements sont négligeables, on dérive par rapport à T et on retrouve l'équation différentielle de mouvement par une étude énergétique. Donc c'est ça l'étude énergétique et c'est comme ça qu'on détermine l'équation différentielle à partir d'une étude énergétique. Alors on va voir le dernier cas, présence de frottement. Donc on a dans le paragraphe précédent étudié l'oscillateur dans le pendule élastique horizontal en absence de frottement. On va voir le cas de présence de frottement. Alors en présence de frottement, l'amplitude des oscillations décroît au cours des temps, bien sûr. Le régime est pseudo-périodique, de pseudo-période grand T, ou apériodique si les frottements sont importants. L'énergie mécanique du système diminue au cours des temps et est dissipée par transfert thermique. Donc en présence de frottement, l'énergie mécanique va diminuer au cours du temps progressivement et se transforme en énergie thermique. Donc l'énergie mécanique décroît au cours du temps à cause de la dissipation de l'énergie qui se transforme en énergie thermique. C'est le même cas qu'on a déjà trouvé dans le circuit RLC. L'énergie totale décroît à cause de la dissipation d'énergie par effet Joule. Ici, donc, elle décroît à cause de sa transformation en énergie thermique. Donc, en présence de frottement, l'énergie mécanique décroît au cours du temps. Et toujours, les énergies potentielles élastiques et l'énergie cinétique varient en sens inverse lorsque l'une est maximale, l'autre est nulle, et inversement. Donc avant de finir, avant de passer à un exercice d'application, on va voir une petite simulation des pendules élastiques horizontales. On va prendre le premier cas, en absence de frottement. On va voir l'évolution d'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie mécanique en fonction des temps. Donc vous voyez l'énergie en fonction des temps. Comment elle varie. Donc la courbe qui est en rouge présente l'énergie cinétique. Donc initialement on avait 0 égale à 0, donc l'énergie cinétique elle est nulle. Elle croît jusqu'à atteindre la valeur maximale pour elle décroît. Ainsi de suite. L'énergie en vert c'est l'énergie potentielle. Donc à t égale à 0, x égale à x max. Donc l'énergie potentielle maximale elle décroît, puis elle croît. Donc les énergies cinétiques et l'énergie potentielle varient en sens inverse. La courbe en bleu c'est l'énergie mécanique, elle reste constante. Cette courbe représente l'évolution de les variations de x en fonction de t. La variation de x, et la courbe en rouge c'est la variation de la vitesse. Bien sûr, en absence de frottement, l'amplitude reste constante, donc on obtient un régime qui est périodique. On recommence. On suit l'évolution de EC et de EP pour voir les évolutions qui varient en sens inverse. Ok, donc la courbe en rouge augmente, en vert, etc. Donc un échange d'énergie entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, alors que l'énergie totale qui est l'énergie mécanique reste constante. Alors le premier cas, absence de frottement, donc on va voir maintenant en présence de frottement. Okay. Donc en présence de frottement, l'énergie mécanique qui diminue au cours du temps à cause de dissipation d'énergie qui se transforme en énergie thermique. Donc la courbe qui représente l'évolution de l'énergie mécanique décroît en fonction du temps. Et le courbe qui représente les variations de EC et de EP, il varie toujours en sens inverse. La même remarque lorsque l'une est maximale, l'autre elle est nulle et inversement. Alors, donc on va voir maintenant un petit exercice d'application avant de finir. Exercice, étude énergétique d'un pendule élastique, cette fois-ci incliné. Donc on a vu dans le cours le pendule élastique horizontal. On va voir un exercice sur le pendule élastique incliné avec une étude énergétique. Alors le pendule élastique étudié est constitué d'un solide S de centre d'inertie G de masse petit m attaché à l'extrémité d'un ressort aspire non jonctif de masse négligeable et de raideur K. L'autre extrémité de ressort est fixée à un support fixe. Le solide S il peut glisser sans frottement sur la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle alpha par rapport au plan horizontal. On étudie le mouvement des centres d'inertie G
dans le repère autonomé ROIG lié au référentiel terrestre, considéré comme galiléen, et on repère la position de G à un instant T par l'abscisse X sur l'axe OI. À l'équilibre, G est confondé avec l'origine O des repères. Donc à l'équilibre, la position de G est en O, qui est l'origine de l'axe OX. Alors, première question, déterminer à l'équilibre l'expression de l'allongement delta L0 de ressort en fonction de K, M, alpha et de G, l'intensité de pesanteur. Alors, on commence toujours par le système étudié qui est le solide S. Pour le bilan des forces extérieures exercées sur S, donc le corps S est soumis à l'action de 3 forces. Son poids P, la force de rappel F exercée par le ressort et la réaction des plans inclinés. Bien sûr, puisqu'on a absence de frottement, donc la réaction elle est perpendiculaire au plan. Donc on a le solide S qui se glisse sans frottement. Pardon. Donc après avoir représenté les forces exercées sur le solide sur un schéma, on rappelle que la représentation des forces sur un schéma elle est obligatoire en mécanique. Donc à l'équilibre, on a la somme des forces qui est égale à vecteur nul. Donc P plus F plus R égale à vecteur nul. Donc on va projeter cette relation vectorielle sur l'axe OX. On projette sur l'axe X. Donc la projection de P sur l'axe des X, Px c'est mg 6 alpha. La projection de F c'est moins K delta L0. La projection de R c'est 0. Puisque R est perpendiculaire à l'axe X. Donc mg6 alpha moins K delta L0 égale à 0. Soit mg6 alpha égale à K delta L0. D'où delta L0 égale mg6 alpha sur K. Donc l'allongement à l'équilibre c'est mg6 alpha sur K. Donc c'est la première question. Alors deuxième question, on écarte S de sa position d'équilibre d'une distance x0 dans le sens positif et on l'envoie à l'instant t égale à 0 avec une vitesse initiale v0 telle que v0 égale à moins v0 scalaire i. On choisit comme référence de l'énergie potentielle du pesanteur le plan horizontal auquel appartient G à l'équilibre. Donc l'état d'équilibre. Ce plan auquel appartient G à l'équilibre, elle est choisie comme étant l'état de référence de l'énergie potentielle du pesanteur. EPP égale à 0. Donc EPP égale à 0 pour Z égale à 0. Donc c'est l'origine de l'axe Z, donc Z égale à 0, c'est l'état de référence. Et comme référence d'énergie potentielle élastique, l'état où le ressort elle est allongé à l'équilibre. Donc EPE égale à 0. Donc EPE égale à 0 à l'équilibre, c'est-à-dire lorsque X égale à 0. Donc l'état de référence pour l'énergie potentielle élastique, c'est à l'équilibre, c'est-à-dire lorsque X égale à 0. Alors, trouver à un instant T l'expression de l'énergie potentielle EP qui est égale EPP plus EPE. Donc l'énergie potentielle, c'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique de l'oscillateur en fonction de X et de K. Alors, on va trouver l'expression de l'énergie potentielle en fonction de X et de K. Alors, deuxième question, de 1. Voilà, on commence par l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, l'axe des Z orienté vers le haut, donc l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mg Z moins Z0. Z, c'est l'altitude de centre d'inertie à l'instant T, et Z0, c'est l'altitude de l'état de référence. D'après les données, on a Z0 qui est égal à 0, puisqu'on considère que l'état de référence peut égal à 0, la position d'équilibre. Donc avec Z0 égale à 0. Alors pour Z, à l'instant T, le centre d'inertie G des solides, il a pour abscisse X. Son altitude, elle est Z. Alors, prenons ce triangle, on a l'angle alpha, c'est celui-ci. Alors, d'après la figure, à quoi est égal sinus alpha? Alors, on a sinus alpha qui est égal le côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, bien sûr, c'est X. Et le côté opposé, alors le côté opposé, donc le sinus alpha, c'est une distance. Alors, la distance, c'est moins Z. C'est pas Z. Parce que Z, c'est une valeur algébrique. On a l'axe des Z qui est orienté vers le haut. Donc l'altitude à l'instant T de corps S, c'est moins Z. La distance T, c'est distance égale moins Z. Puisque Z, c'est une valeur algébrique. Dans ce cas, elle est négative. Donc 6 alpha, c'est moins Z sur X. Donc Z
égale moins x sinus alpha. X fois sin alpha. On a remarqué que les deux axes, l'axe des x et l'axe des x, pardon, l'axe des z, ont des sens opposés. Donc lorsque x est positif, donc z sera négatif. Et inversement, lorsque x sera négatif, le z sera positif. Donc la relation entre z et x, avec un signe moins, les deux axes sont orientés dans des sens opposés. Donc z c'est moins x sinus alpha. Donc on a z0 qui est égal à 0 et z qui est égal à moins x sinus de alpha, le signe moins car les axes OX et OZ sont en distance opposée. Donc l'énergie potentielle du pesanteur devient moins mg fois x sinus alpha. Donc c'est ça l'expression de l'énergie potentielle du pesanteur à chaque instant t. Concernant l'énergie potentielle élastique, alors l'énergie potentielle élastique c'est 1 demi k delta L carré plus une constante. Avec delta L qui est égal à delta L à l'instant t, c'est delta L0 à l'équilibre plus x. Delta L0 plus x. Donc l'énergie potentielle élastique c'est 1 demi k delta L0 plus x au carré plus c. Donc on va essayer de déterminer la constante c. D'après les données, l'énergie potentielle élastique elle est nulle à l'équilibre. Elle est nulle pour x égale à 0. Donc on a EPE égale à 0 pour x égale à 0, c'est-à-dire à l'équilibre. Donc 1 demi k, on remplace 1 demi k delta L0 plus 0 au carré plus c égale à 0. Donc c égale moins 1 demi k delta L0 au carré. Donc l'énergie potentielle élastique égale 1 demi k delta L0 plus x au carré plus la constante qui est égale à moins 1 demi k delta L0 au carré. Donc en développant ce calcul, donc c'est des densités remarquables, donc c'est 1 demi k delta L0 au carré plus 2 fois 1 demi k delta L0 fois x, le 2 simplifié avec le 1 demi, donc ça reste k delta L0 fois x, plus le 1 demi k x au carré, moins 1 demi k delta L0 au carré. Donc le moins 1 demi k delta L0 au carré, plus 1 demi k delta L0 simplifie, donc l'énergie potentielle c'est k delta L0 fois x plus 1 demi k x au carré. Et d'après la relation d'équilibre qu'on a déjà démontré, delta L0 c'est mg sinus alpha sur k. Donc fois x plus 1 demi k x au carré. Donc le k simplifie. Donc EPE égale mg fois x fois sinus alpha plus 1 demi k x au carré. Donc c'est ça l'expression de l'énergie potentielle élastique. D'où l'énergie potentielle totale est égale EPP plus EPE égale moins mgx sinus alpha plus mgx sinus alpha plus 1 demi k x au carré. Donc moins mgx sinus alpha plus mgx sinus alpha simplifie. Donc EP égale 1 demi k x au carré. Alors c'est ça l'expression de l'énergie potentielle des pendules élastiques inclinées. Donc à remarquer que dans ce cas l'énergie potentielle pesanteur n'est pas nulle puisque l'altitude du centre d'inertie G varie au cours des temps. C'est pas comme le cas des pendules élastiques horizontales où on a EPP qui est égal à 0 puisque le centre d'inertie G reste toujours dans le même plan qui est considéré comme plan de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur. Donc pour l'énergie potentielle du système ou des pendules élastiques inclinées, donc c'est la somme de l'énergie potentielle du pesanteur et l'énergie potentielle élastique. Donc on a démontré qu'il est égal à 1 demi kx au carré. Alors la dernière question, la question de 2, à partir d'une unité énergétique, établir l'équation différentielle régie par l'abscisse x. Donc pour établir l'équation différentielle à partir d'une unité énergétique, il faut tout d'abord déterminer l'expression de l'énergie mécanique. Et puisqu'on a les frottements qui sont négligeables, on va retrouver l'équation différentielle en dérivant l'énergie mécanique. Mais premièrement, on va trouver l'expression de l'énergie mécanique. On a l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle des pesanteur plus l'énergie potentielle élastique est égale EC plus EP. EP c'est l'énergie potentielle élastique et pesanteur. Donc M égale l'énergie cinétique c'est 1 demi mx par au carré, donc l'énergie cinétique dans le cas des translations, plus EP qu'on a déjà démontré c'est 1 demi kx au carré. Donc M égale 1 demi mx par au carré plus 1 demi kx au carré. Ça, c'est l'expression de l'énergie mécanique. Donc, on va retrouver l'équation différentielle à partir des unités énergétiques. Donc, puisque les frottements sont négligeables, donc EM se conserve. C'est-à-dire que la dérivée de EM par rapport à T égale à 0. Donc, la dérivée de 1 demi mx au carré plus 1 demi kx au carré par rapport à T égale à 0.
Donc en dérivant, donc 1 demi m, la dérivée de f au carré prime, c'est 2 fois f fois f prime, donc c'est 2 x point x de point, plus 1 demi k fois la dérivée de x au carré, qui est égal à 2 x point égale à 0. Donc le 1 demi simplifie avec le 2, et on factorise par x point, facteur de m x de point, plus kx égale à 0, étant donné que x point ne peut pas être égal à 0 quel que soit t, donc c'est mx de point plus kx qui est égal à 0. Ou en divisant le tout par m, x de point plus k sur 1 fois x égale à 0, et ainsi on retrouve l'équation différentielle à partir d'une étude énergétique. Donc la première partie de cette leçon prend fin, donc c'est la fin de cette partie. On se retrouve dans la suite de la leçon et à bientôt.